Conversation d'avenir, c'est ce soir à 23h15 sur Public Sénat. Les jeux vidéo font fureur auprès des jeunes générations. Certains s'y adonnent avec modération, d'autres avec passion. Donc j'ai passé sur ce jeu 2369 heures. Les jeux vidéo expliqués par des jeunes accros. Il voulait pas sortir, ça l'intéressait pas, la vie quotidienne ne l'intéressait pas. Génération Gamers, qui a peur des jeux vidéo, dimanche à 9h sur Public Sénat. Le mardi, Public Sénat vous propose des soirées décryptage. Avec Conversation d'avenir, Jacques Attali et Stéphanie Bonvicini vous font partager leurs réflexions sur les avenirs possibles. Et Hélène Risser déshabille les super communicants que sont devenus les hommes politiques à travers leurs discours présents et passés grâce à l'INA. Les mardis décryptage, c'est sur Public Sénat à 18h30 et 22h30. Parole du monde, c'est l'émission d'actualité internationale de Public Sénat, des États-Unis à la Chine, en passant par l'Europe et l'Afrique. Je vous propose un tour d'horizon des grands changements de notre planète, à travers des débats, des reportages, des interviews. Parole du monde vous donne les clés pour mieux comprendre ce qui se passe au-delà de nos frontières. Parole du monde, c'est un tour d'horizon de l'actualité internationale. Jeudi à 23h sur Public Sénat. La France est de retour à Davos. Nicolas Sarkozy viendra pour la première fois depuis qu'il est président et c'est Paris qui organise la grande soirée de gala samedi soir. Alors plus que jamais, l'économie internationale sera au cœur de la reprise. Hauts fonctionnaires, chefs d'entreprise, ministres, Anne-Marie Drac a de multiples facettes qui sont autant d'atouts pour comprendre un monde décidément complexe. Elle est mon invitée cette semaine. Leader, l'économie par ceux qui la font, présenté par Gérard Bonos. C'est mercredi à 22h30 sur Public Sénat. Bonsoir à tous, vos trois rendez-vous à venir sur Public Sénat, le 18h avec un débat, faut-il accorder l'asile à tous les clandestins kurdes? Et puis une invitée pour réagir à la confrontation d'hier soir sur TF1, Nicolas Sarkozy face à la souffrance des Français, Myriam Revaud-Dallon, auteur d'un essai remarqué sur la politique compassionnelle. À 18h30, déshabillons-les avec Hélène Risser, comment les hommes politiques de tous bords se parent de la couleur verte de l'écologie. Enfin à 19h15, conversation d'avenir, Stéphanie Bonvicini et Jacques Attali évoqueront le plus grand pays musulman au monde, l'Indonésie. Tout de suite le journal. Le 18h, toute l'actualité politique et parlementaire, voici les titres de ce mardi 26 janvier. Bon score d'audience pour Nicolas Sarkozy, un peu plus de 8,5 millions de téléspectateurs. Les paroles de Français ont pris des airs de cahiers de doléances. Un show monarchique pour la presse étrangère. Vers une interdiction de la burqa dans les seuls services publics, dont les transports, l'ambiance s'est tendue au sein de la mission parlementaire, très divisée au moment du vote de son rapport. Reportage dans ce journal en Seine-Saint-Denis sur le voile intégral, étendard du salafisme. Incertitude sur l'ouverture à la concurrence des paris en ligne avant la prochaine Coupe du Monde de football en Afrique du Sud. La loi prend du retard et ça risque d'être le bordel, selon le sénateur UMP François Trucy. Le rapport de la mission parlementaire sur la burqa a failli être rejeté, signe des grandes tensions entre ses membres. Le PS a boycotté le vote pour protester contre un débat qu'il estime pollué par celui sur l'identité nationale, mais c'est à droite que les divisions ont été les plus fortes entre partisans et opposants d'une interdiction générale. Quelques réactions qui ont accompagné l'annonce du projet de résolution. Bernard Accoyer, Éric Raoult et André Gérin. Là où il y a quelques divergences, c'est sur la rapidité, les délais de la mise en œuvre de cette volonté et sur les moyens pour que ces moyens soient les plus applicables, les plus solides constitutionnellement et au regard du droit européen. C'est vrai que c'était un peu sportif, d'autre part que ça a été viril. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est essayer de faire en sorte qu'on ramène la gauche pour la concorde républicaine et que d'autre part, à l'intérieur de la majorité, on explique aux uns et aux autres que quand il y a quelques dizaines de députés, c'est les présidents de groupe qui sont les patrons, mais quand il y a 6,5 millions de compatriotes, c'est le président de la République, le patron. Moi, je lâche pas le morceau sur la question d'une loi générale. Et en tous les cas, même les partis politiques, tous les partis politiques, quand Martine Aubry dit pas une loi de circonstance, moi je suis d'accord, une loi de portée générale, mais peut-être qu'on y verra plus clair après les régionales. Voilà.
Le rapport de la mission parlementaire sur la burqa dénonce une pratique fruit d'un enfermement communautaire et étendard du salafisme. Julie Trassard s'est rendue en Seine-Saint-Denis à la rencontre de ce mouvement fondamentaliste musulman que beaucoup qualifient d'extrémiste. Tout commence il y a 10 ans dans une mosquée de la banlieue parisienne. Marion, la fille aînée de Nina, rencontre des prédicateurs salafistes, une branche fondamentaliste de l'islam. La jeune fille n'est pas de culture musulmane, mais elle se laisse convaincre d'entrer dans une pratique extrémiste de la religion. Peu à peu, elle se coupe de sa mère et se voile de plus en plus jusqu'à se cacher le visage. Elle n'a plus de personnalité, elle est noyée dans l'idéologie de la communauté, de l'humain. Elle n'a plus de réaction d'être humain. Elle doit cacher son corps. Mathieu, le petit frère de Marion, se convertit à son tour. L'an dernier, elle le persuade de la rejoindre au Caire où elle vit depuis 2004. Mais sur place, on ne le laisse pas sortir seul et certains propos le dérangent. La religion était importante au point de la mettre au premier plan et de plus penser à autre chose. Avec l'aide du consulat, il parvient à rentrer en France où il veut pratiquer sa religion librement. Mais depuis son retour, le téléphone n'arrête pas de sonner. On veut l'arracher aux mains de sa mère, perçue comme une mécréante. Tu as le droit de la taper, je te dis. Maintenant, on a une fatwa que si ta mère, c'est une vraie kafira, c'est une chétana, tu peux faire ce que tu veux avec elle. Elle n'a aucun droit sur toi. Maintenant, tu es musulman, tu dois partir de cette maison. Pour Dounia Bouzar, musulmane et anthropologue de l'islam, cette histoire n'est pas un cas isolé. Elle dénonce les salafistes qui instrumentalisent la religion pour convertir des jeunes fragilisés et pour prôner le voile intégral. Selon elle, il s'agit d'une secte à ne pas confondre avec l'islam. Religion veut dire relier, secte veut dire couper, suivre et séparer. Là, ce sont des groupuscules qui utilisent l'islam pour séparer les jeunes de leur famille, du milieu social, professionnel et des autres musulmans qui ne sont pas comme eux. D'ailleurs, le voile intégral matérialise cette frontière entre l'adepte et le reste du monde. Pour elle, comme pour Nina, c'est ce fondamentalisme qu'il faut combattre au lieu de se limiter au voile intégral. Quand on est aussi imprégné par ce type d'idéologie, les interdits, ça ne les arrête pas. Mathieu aussi est plutôt contre une loi. Lui pense que seule l'éducation peut permettre de lutter contre ces dérives. Et vous, êtes-vous favorable à une loi d'interdiction de la burqa? C'est la question que pose notre partenaire, le nouvelobs.com. Pour l'instant, on le voit, le oui est largement majoritaire, à 67%. Et vous continuez à voter. Nicolas Sarkozy s'est rendu aujourd'hui au cimetière militaire de Notre-Dame-de-Lorette, dans le Pas-de-Calais, où il a visité le carré musulman, l'occasion pour lui de déclarer que la France ne peut laisser stigmatiser les citoyens français musulmans. Les sénateurs centristes, face à leur divergence mise en pleine lumière par la décision du président de leur groupe de rejoindre Valérie Pécresse pour les élections régionales, comment la rupture consommée de Nicolas Abou avec le modem de François Bayrou est-elle vécue par ce groupe charnière au Sénat? Flora Sauvage. 6 mois après la défection du centriste Michel Mercier pour rejoindre les rangs du gouvernement, c'est au tour de Nicolas Abou de répondre à l'appel de l'UMP. Le président du groupe centriste du Sénat prend congé du MoDem pour rejoindre la liste UMP de Valérie Pécresse aux élections régionales en Ile-de-France. Depuis 30 ans, dans tous les types d'élections et encore dernièrement au municipal, nous avons fait alliance avec l'UMP. Au Sénat, le nombre des sénateurs rattachés au MoDem diminue à vue d'œil. Et c'est surtout la tristesse qui cède à la colère, quoi. Parce que je crois que son avenir personnel lui importe beaucoup plus que ses convictions politiques. Pour les sénateurs Nouveau Centre, le choix de Nicolas Abou est logique. Ça ne me choque pas que le président du groupe centriste participe à la liste de la majorité dans l'Île-de-France. Je rappelle que dans ce groupe, on a quand même plus de 2/3 des membres qui sont clairement dans la majorité présidentielle. Je vais dire que c'est plutôt une normalisation qu'autre chose. Pour François Bayrou, la défection de Nicolas Abou est un revers de plus. En attendant les prochaines élections sénatoriales de 2011, il reste malgré tout président du groupe centriste. Et puis un nouvel incident de séance aujourd'hui au Sénat lors du débat sur la réforme territoriale. Les élus UMP ont quitté l'hémicycle pour protester contre l'obstruction pratiquée par les socialistes. Un autre sujet qui divise la droite et la gauche, la légalisation des paris en ligne. L'un de ses plus chauds partisans, le sénateur UMP François Trucy, s'inquiète aujourd'hui du retard pris par la loi qui pourrait ne pas être prête pour la Coupe du Monde de football en juin prochain. Élisée Cardi. Si la loi n'est pas promulguée avant la Coupe du Monde, ça sera le bordel.
Il n'y a pas d'autre mot, on peut le dire. Un avis partagé par tous ceux qui ont approché de près ou de loin le dossier des jeux d'argent. La loi d'ouverture du marché des jeux en ligne traîne à arriver, sans cesse repoussée. Même le ministre assume l'urgence de la faire adopter. Nous, on voudrait que le texte il soit opérationnel pour la Coupe du Monde de football, pour pas qu'il y ait une avalanche de paris illégaux, ce qui serait tout à fait désagréable. Betclic, Bwin, Unibet, depuis plusieurs mois, les opérateurs de jeux sont sur les dents. La perspective de la Coupe du Monde, c'est une vraie manne financière pour les parieurs sportifs. La loi est censée délivrer des agréments à des opérateurs privés, jusqu'ici illégaux, et donc a priori interdits d'exercer en France. Mais sans loi, difficile de contenir ces appétits voraces. La solution du gouvernement, c'est donc de voter vite et tout faire pour que l'Assemblée nationale revote le texte du Sénat par un vote conforme dès le mois de mars. Si l'Assemblée nationale, après l'examen en commission des finances de l'Assemblée, vote conforme, on économise tout le retour au Sénat, la commission paritaire, et à ce moment-là, je pense honnêtement qu'on est dans les clous et que la loi peut être promulguée. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais elle peut être promulguée pour le 10 juin. Le gouvernement a regardé ses comptes. Le marché français des paris sportifs en ligne devrait générer un chiffre d'affaires de 1,8 milliard € dès 2012. Le compte à rebours a commencé. Ceux qui avaient parié sur une mauvaise audience se sont trompés. L'émission de TF1 plaçant Nicolas Sarkozy hier soir face à 11 Français a réalisé une bonne audience, un peu plus de 8,5 millions de téléspectateurs, devant donc FBI sur France 2 et Star Wars sur M6. Le panel avait été bien choisi par les journalistes de la chaîne, mais la presse étrangère a vu hier soir un show monarchique à la française. Notre invitée, Myriam Revaud-Dallon, philosophe, auteur de L'homme compassionnel. Myriam Revaud-Dallon, bonsoir. Bonsoir. La compassion peut-elle faire une politique, C'est la question que vous posiez dans votre dernier essai, une question qui s'impose après l'émission de TF1 et hier soir, qui s'est apparentée, on l'a vu, à un cahier de doléances. Tout à fait. Et qui, d'une certaine façon, était absolument dans la continuité, disons, des modalités de la campagne électorale, de la campagne présidentielle, aussi bien d'ailleurs du côté de Nicolas Sarkozy, mais aussi du côté de Ségolène Royal, d'une certaine façon. Et alors on a repris d'ailleurs à propos de cette émission d'hier soir les expressions « la France qui souffre ». Et le panel de Français en difficulté qui était tout à fait dans le prolongement du grand discours de Charleville-Mézières le 24 décembre 2006, oui c'est ça, où Sarkozy, le candidat Sarkozy s'adressait à toutes les catégories de Français confondus, à condition qu'ils se lèvent tôt. Bon. Oui. Et donc... Alors Nicolas Sarkozy est critiqué, bien sûr, comme c'est l'usage à gauche aujourd'hui. Je note par exemple la critique formulée par Manuel Valls, pour qui il a manqué d'empathie hier soir. Est-ce votre avis? Ah non, pas du tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce... il n'a pas du tout manqué d'empathie. C'est au contraire un trop d'empathie. Selon moi, un trop d'empathie au sens, je dirais, presque péjoratif du terme, c'est-à-dire une manière de coller avec la souffrance individuelle qui empêche, au fond, une prise en compte générale des problèmes. Et ça, c'est pas simplement, une question d'individu ou de rapport d'individu à individu, ça engage une certaine manière de faire de la politique. Alors on peut se demander si le fait de rassembler un panel diversifié, assez caractéristique, une jeune femme de 26 ans qui est au chômage après un bac+5, un syndicaliste militant et offensif, une mère de famille, quelqu'un qui voudrait faire des heures supplémentaires. On peut se demander si cette accumulation de petites expériences individuelles, aussi intéressantes soient-elles, si ça contribue à faire quelque chose qui est partagé au niveau de l'espace public. C'est-à-dire, au fond, est-ce que la succession des doléances individuelles, est-ce que, par exemple, ça peut ressembler à l'élaboration des cahiers de doléances qui ont préludé à la Révolution française, mais qui sont passés ensuite par un véritable filtre institutionnel. Vous critiquez dans votre ouvrage le zèle compatissant, auquel sont amenés aujourd'hui les chefs d'État. Est-ce qu'ils le font d'eux-mêmes ou bien est-ce que c'est une machine médiatique qui les place dans cette situation-là? C'est pas seulement une machine médiatique. Je pense que ce sont les conditions de la démocratie moderne. Ça, c'est très important parce que, à partir du moment où, dans un système démocratique, la démocratie moderne, on est amené à considérer que tous les hommes sont égaux. À partir du moment où on est amené à considérer que nous sommes dans un système où triomphe la ressemblance,
C'est-à-dire que l'autre homme, c'est mon semblable. Mais mon semblable, le problème, c'est que c'est à la fois celui que je reconnais pour mon semblable et celui qui me ressemble. Donc comment peut-on, au fond, exercer... comment le chef démocratique peut-il exercer son pouvoir, ce qui requiert une certaine forme de, non, je dirais pas de supériorité, mais de verticalité? Comment peut-il exercer... Pas d'indifférence quand même. Non, pas du tout. Pas d'indifférence à la souffrance. Pas du tout. Il n'est pas question d'indifférence à la souffrance, mais il est question de se demander si, comment dire, l'étalage de la souffrance peut faire en soi-même une politique, ou si l'étalage de la souffrance peut être résolu immédiatement par une écoute individuelle. Bon, alors, on l'a bien vu hier, par exemple. Enfin, il y a eu un moment que j'ai trouvé qui confinait, excusez-moi, au ridicule, quand Sarkozy a dit, ah ben, écoutez, à cette femme qui n'arrivait pas à faire des heures supplémentaires dans une grande surface, et il lui a dit, je vais en toucher un mot à la grande surface dès aujourd'hui, à la grande surface en question. On se demande si ça a quelque chose à voir avec la politique. Mais est-ce que c'est une opération réussie pour le chef de l'État selon vous, puisqu'on a dit que les communicants de l'Élysée étaient en quête de proximité pour le chef de l'État? Mais la question de la proximité, c'est une question qui se pose pas seulement pour Nicolas Sarkozy, mais une question qui se pose, je dirais, pour l'exercice du pouvoir démocratique, parce que effectivement, face aux demandes des gens, de ce qu'on appelle les vrais gens, qui demandent à ce que les politiques soient près d'eux, on se demande si la proximité est la solution. Comment dire, si c'est une manière adéquate de répondre à la question. On peut faire des comparaisons. On peut comparer, par exemple, la stratégie de Berlusconi, celle de Sarkozy, celle d'Obama. Est-ce que la proximité est mobilisée de la même façon? Est-ce qu'elle a été, par exemple, mobilisée de la même façon dans la campagne américaine ou dans la politique italienne? En un mot, parce qu'on ne va pas faire tout le comparatif, non, on va mais pas faire en tout un le mot... Mais je dirais qu'en un mot, ce qui me frappe aussi beaucoup dans cette proximité à la française, c'est la façon dont le président qui parle à la première personne dit « je vais répondre à vos problèmes », alors que Obama s'exprime toujours à la première personne du pluriel. Ah, d'accord. En disant « nous allons faire ceci, nous allons faire cela ». De la compassion sur les dossiers et les souffrances économiques et sociales. Myriam de Vaudallon, est-ce que ce n'est pas d'abord un aveu d'impuissance pour les chefs d'État? C'est-à-dire substituer, qu'on éprouve un sentiment de compassion, que l'on éprouve de la compassion, comment dire, au fond, une certaine forme d'empathie, comme disait Manuel Valls, ça c'est effectivement le fondement. L'indifférence ou l'insensibilité, ça n'est que l'inverse qui empêche tout aussi bien de faire de la politique. Mais le problème, c'est de savoir si avec la seule empathie, avec la seule compassion, on arrive à régler des problèmes qui ne se règlent que par des médiations institutionnelles. Donc je ne crois pas que c'est pas le sentiment de compassion qui est ici, je dirais, qui fait problème. C'est la façon dont on veut substituer la compassion à la résolution des problèmes politiques. En tous les cas, peut-être que le chef de l'État aura réglé hier soir un premier problème, celui de sa popularité. Est-ce qu'il peut, à la suite de cette empathie manifestée hier soir sur TF1, obtenir des gains d'image sur le long terme? Je n'en suis pas sûre du tout. Je n'en suis pas sûre du tout, parce qu'il y a aussi une manière, au fond, de considérer... Moi, j'ai été très frappée par la dernière partie de l'intervention, quand Nicolas Sarkozy a dit « la communauté politique, c'est une grande famille ». Eh bien, en réalité, il faut que les gens comprennent que la communauté politique, c'est pas du tout une famille. C'est pas du tout une famille, et que le chef de l'État n'est pas le père de la nation, parce que les citoyens ne sont pas des enfants, mais des adultes. Myriam Revaud-Dallon, merci. La suite du 18h et cette question, oui ou non, faut-il accorder l'asile aux clandestins kurdes? Les Kurdes débarqués en Corse le week-end dernier ont été libérés, vous le savez, par les juges et ils sont temporairement inexpulsables. La moitié des 123 clandestins ont déjà demandé dans les préfectures le droit d'asile. Le chef de l'État a précisé hier soir que seront raccompagnés chez eux ceux qui n'ont pas obtenu l'asile. Dès lors, beaucoup de questions se posent. Comment faire la différence entre les clandestins? Cette affaire a-t-elle été bien gérée, comme l'a affirmé encore hier soir Nicolas Sarkozy? Comment durcir la loi, comme le demande le ministre de l'Immigration? Comment ne pas encourager
l'action des passeurs. Nos invités ce soir, Jacques Sopelsa, bonsoir. Vous êtes vice-président du mouvement Les Progressistes, c'est-à-dire que vous êtes très proche d'Éric Besson. Hein. Absolument. Et puis avec nous également, Pascal Tellman, bonsoir. Vous êtes vice-présidente du syndicat des avocats de France. Vous avez pris position aujourd'hui sur cette question des sans-papiers kurdes débarqués en Corse. Absolument. Nous avons pris position dès dimanche par un communiqué commun avec un certain nombre d'autres associations. Pour dire que la procédure qui a été diligentée l'a été de manière totalement catastrophique, dans l'irrespect total des droits des personnes qui étaient arrivées sur notre territoire, dans le plus parfait mépris de la loi de la République, et donc la nécessité évidemment que tout cela soit corrigé rapidement. Alors, votre réponse, Jacques Sopelsa, pourquoi cette procédure d'urgence et puis cette façon de se placer manifestement hors la loi, comme effectivement ont tranché tous les juges? Oui, écoutez, je vais répondre rapidement et de la manière la plus courtoise possible sur la phrase qui a été prononcée, mépris, etc. Je crois qu'il faut raison garder. Il y avait deux hypothèses. Ou bien le ministre considérait que la Corse était susceptible de, pendant quelques jours, quelques semaines, pourquoi pas, à Bonifacio, si j'ai bonne mémoire, régler progressivement le problème. Ou bien, pour protéger les personnes, y compris handicapés, 9 nourrissons, si j'ai bonne mémoire, des femmes enceintes, etc., il fallait d'abord penser à ces hommes et à ces femmes. On parlait de compassion tout à l'heure, mais c'est pas simplement de la compassion. Effectivement, utiliser au mieux, optimiser, effectivement, dans l'urgence, car il y a l'urgence, en utilisant en particulier notre réseau de centres de rétention qui, je vous le rappelle, ont été créés par le président François Mitterrand. Alors, Alors, il y a un souci de compassion. Je ne peux pas être du tout d'accord avec aux mesures d'urgence. Je n'appelle pas ça la compassion. Je pense que quand on menotte des gens sans leur dire pourquoi ils sont menottés, quand on les emmène dans des centres dont on les empêche de sortir alors qu'aucune décision n'a été prise sur leur sort et qu'aucune mesure légale n'a été envisagée pour justifier cette absence de liberté, quand on ne notifie pas aux gens leurs droits, quand on ne leur donne pas accès à une association, quand on ne leur donne pas accès à un avocat, quand on ne leur donne pas accès à un médecin, je n'appelle pas ça de la compassion. J'appelle ça un traitement dans l'urgence d'une situation en dehors des règles de la République. Oui, mais écoutez, je crois qu'on n'a pas vécu le même scénario, puisque je peux vous confirmer que dès l'arrivée de ces centres, les personnes ont bénéficié des services d'un interprète. C'est un élément d'ailleurs qui explique pourquoi on a utilisé ce centre de rétention. Une visite médicale, une information systématique, elle est prévue par les lois. Vous le savez, mettre sur le dispositif d'aide au repos volontaire, une assistance juridique dans l'exercice de leurs droits. Et je précise que cette assistance est accordée par des associations, vous le savez mieux que quiconque, je crois, maître, des associations totalement indépendantes de l'État, totalement indépendantes du ministère. Même si, incidemment, c'est le ministère qui subventionne ces associations. Jacques Sopelsa, les juges ont dit le droit. Est-ce que vous avez quand même envie, est-ce que vous vous autorisez le droit de les critiquer, vous, ce soir? Non, je ne suis pas là. La justice, on la rend. Il faut d'abord tenir compte du contexte et surtout, car je sais que l'émission est rapide, je crois surtout que je voulais faire passer un message à nos téléspectateurs, à savoir qu'il y a un problème qualitatif, un problème d'hommes, un problème de femmes, mais à moyen terme, il y a aussi un problème quantitatif capital, puisqu'on évoquait votre interpellation, c'est faut-il accorder le droit d'asile à tous? Le droit d'asile, c'est l'occasion jamais de le dire, fait partie viscéralement de notre identité nationale. Personne, sauf peut-être quelques extrémistes, refuserait le droit d'asile. C'est évident depuis des siècles. C'est-à-dire que les 123 clandestins vont tous l'obtenir? Si j'ai bonne mémoire, d'abord, les nourrissons n'ont pas demandé le droit d'asile. Il y avait 80, que je sache. Ils n'ont pas demandé, les nourrissons. Bon, et pour cause. Donc, 80... J'imagine que ce sont les parents qui s'en chargent. 80 adultes, si j'ai bonne mémoire. Si les 80 adultes, ça montre bien que les procédures ont été strictement respectées, certes dans l'urgence, mais il y avait urgence et des difficultés. Sur 81 adultes, 61 immédiatement, grâce d'ailleurs à l'aide de ces associations, ont demandé déjà le droit d'asile. Et ce droit d'asile, contrairement à ce qui a été dit... Ma question, c'est est-ce qu'ils vont tous l'obtenir? Là, je voudrais répondre, parce qu'il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas exactes. Quoi? Quand vous dites qu'ils ont pu immédiatement demander le droit d'asile, c'est faux. Vous savez aussi bien que moi que la loi prévoit qu'un demandeur d'asile doit être en principe admis sur le territoire français et donc pas placé en centre de rétention, admis sur le territoire français, admis dans des CADA et pouvoir à ce moment-là présenter sa demande d'asile dans des conditions normales pour qu'il puisse exposer sereinement avec l'aide d'un interprète les raisons pour lesquelles il sollicite l'asile, que sa demande puisse être examinée de manière individuelle, concrète, sérieusement. Or là, on n'a pas fait comme ça. On a mis la charrue avant les bœufs parce que ce qu'on cherchait à faire, c'est à faire partir ces gens avant qu'ils puissent déposer quelques demandes d'asile que ce soit. Est-ce que l'état de droit, on a
tous ici au cœur, l'État de droit n'est pas le meilleur allié des passeurs qui vont peut-être continuer à envoyer des clandestins sur les côtes françaises. Je ne crois pas. Je ne crois pas que la chasse aux passeurs soit la réalité de ce qui est recherché aujourd'hui. Je crois que ça n'est pas parce qu'il faut effectivement faire la chasse aux passeurs qui seraient des marchands d'êtres humains. Ça, je suis pas évidemment totalement d'accord avec cela. Que ça soit un prétexte pour empêcher la réalité de l'exercice du droit d'asile, qui est un droit fondamental, qui fait partie de notre Constitution, qui fait partie des traités internationaux que nous avons signés, je pense à la Convention de Genève, qui indirectement fait partie de la Convention européenne des droits de l'homme, puisqu'elle est censée protéger contre les traitements inhumains et dégradants. Je pense qu'une fois qu'on a des gens sur notre territoire qui invoquent tous spontanément, parce qu'ils l'ont fait spontanément, des faits de persécution, qu'après on examine au cas par cas si ces faits sont avérés ou pas. Moi, je ne dis pas qu'il faut accorder le statut de réfugié à tous les Kurdes qui sont arrivés en Corse. Je dis par contre qu'il faut permettre à tous ces Kurdes qui sont arrivés en Corse et qui invoquent des faits de persécution d'accéder à la procédure de détermination, d'accéder à des explications individuelles qui permettent d'apprécier leur situation. Or, si vous me permettez, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir qu'on leur a permis de faire ça tout de suite. La preuve, c'est que la moitié d'entre eux ont déjà déposé des demandes d'asile. Je suis désolée de dire qu'on n'aurait, dans ce cas-là, pas dû prononcer d'arrêté de reconduite à la frontière à leur endroit. Or, c'est la première chose qu'on ait faite après les avoir séquestrés pendant 24 heures. Sur ce point, Jacques Sopelsa, c'est vrai. Oui. Et il y a eu tout de suite des mesures prises pour la reconduite à la frontière, annulées ensuite par Éric Besson. Et par les tribunaux administratifs pour ceux pour lesquels les arrêtés n'avaient pas été annulés. Si je peux dire un mot, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, écoutez avec beaucoup d'intérêt, maître. Je crois vous rappeler d'abord qu'il y a eu un mensonge véhiculé par certains médias quand on a dit que la procédure serait une procédure accélérée, non pas une procédure normale. On sait pertinemment que la procédure est normale, sera normale. C'est un fait patent. Secondo et surtout, alors je suis étonné, je le dis comme je le pense, de la manière dont vous semblez considérer de manière fort légère le problème fondamental qui est celui de la criminalité organisée, qui est celui des passeurs. Je vous rappelle quand même. J'ai 2 ou 3 étudiants qui ont fait leur test sur la criminalité organisée, qu'elle s'est banalisée, mais que c'est devenu monstrueux. Qu'à l'heure actuelle, il y a 20 ans ou 30 ans, les mafias italiennes, elles sont pas loin, ou les mafias balkaniques, s'occupaient peu de trafic humain. Ils faisaient de la drogue, ils faisaient ceci, ils faisaient du racket. Désormais, c'est fini. C'est fini, on fait de tout, et en particulier des trafics d'êtres humains. C'est les nouveaux négriers, comme je peux le rappeler, constituent le plus fondamental. Est-ce qu'il faut donc durcir la loi? Pas la loi relative au droit d'asile. Il faut en revanche développer, comme l'a dit le ministre hier et aujourd'hui, développer toute une série d'éléments qui vont permettre d'abord de sécuriser un peu plus le secteur qui est le secteur privilégié pour la réussite, entre guillemets, spectaculaire des passeurs et des mafias dans tous les domaines, à savoir le bassin méditerranéen. Il faut changer la loi pour que les juges n'aient plus la possibilité de libérer les personnes que vous voulez-vous envoyer dans les centres de rétention. Éric Besson lui-même, monsieur le ministre lui-même, a dit que la loi était peut-être pas totalement adaptée, elle était adaptée au cas par cas, mais que désormais, vu cette massification il faut adapter la loi aux situations nouvelles et aux afflux massif, inopiné, comme il l'a dit hier. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Moi, je suis extrêmement choquée qu'on fasse cette espèce de terrorisme par l'image qui est de dire on est envahi. On n'est pas envahi. Il y a 120 personnes qui sont arrivées dans une situation de détresse majeure, dont la moitié sont des adultes, l'autre moitié sont des enfants. Donc, qu'on lutte contre les mafias, c'est une chose. Qu'on se serve de la détresse humaine de ces gens qui sont arrivés dans des situations absolument terribles pour les réprimer eux, pour les rejeter eux, sans leur permettre d'accéder aux procédures, c'est inadmissible. Et quand vous entendez hier soir Nicolas Sarkozy dire « Je ne laisserai pas la France désarmée face aux migrants », comment est-ce que vous réagissez? Mais les migrants ne sont pas une horde sauvage qui envahit la France. On a affaire à des gens qui fuient des persécutions majeures et qui viennent demander protection. Nous avons signé des traités internationaux pour accorder cette protection depuis des années et des années. Je crois qu'aujourd'hui, on cherche à utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour en réalité contrer cette signature qu'on ne peut pas dénoncer. Ça ne serait pas politiquement correct de venir dire qu'on dératifie la Convention de Genève, mais en réalité, au quotidien, c'est à ça qu'on assiste. On assiste à ça. Vous voyez, c'est ça le danger d'une loi Mais bien évidemment, nouvelle. on assiste en réalité. Mais simplement, cette loi, il ne faudra pas oublier qu'il faudra malgré tout qu'elle soit conforme avec la Convention européenne des droits de l'homme, avec la Convention de Genève, avec les directives européennes sur les garanties minimums accordées aux demandeurs d'asile. Or, ce qu'on a fait à travers le cas des Kurdes corses, pour résumer, c'est exactement le contraire. Je vous entends dire qu'on a véhiculé un mensonge éhonté en disant qu'on voulait leur appliquer une procédure prioritaire. Je suis désolée, à partir du moment où on commence par prendre un arrêté de reconduite à la frontière, c'est forcément
la procédure prioritaire qui s'applique. Évidemment, elle ne s'appliquera plus à partir du moment où Éric Besson a effectivement retiré un certain nombre d'arrêtés de reconduite à la frontière et que d'autres ont été annulés par les juridictions administratives, parce qu'il faut être très précis sur cette affaire. D'une part, vous avez l'ensemble des juges des libertés et de la détention qui ont remis en liberté ces gens en constatant qu'il y avait des violations graves de la loi de la République. J'ai les ordonnances sous les yeux, que ça soit Toulouse, Lyon, Rennes, Nîmes, Marseille. Ils ont tous noté des violations extrêmement graves des lois de la République pour remettre ces gens en liberté. Mais en outre, les tribunaux administratifs qui ont été amenés à statuer, il n'y en a pas beaucoup effectivement, puisque Éric Besson a annulé un certain nombre. Ils ont également annulé les arrêtés. Jacques Sopelsa, le ministre s'y prendra forcément autrement la prochaine fois? Je n'en sais rien, je ne sais pas le ministre. Moi, je peux simplement vous dire qu'en écoutant notre interlocutrice, j'ai l'impression effectivement que quand on décrit la France et le gouvernement actuel, c'est une démocrature, pour parler comme les latino-américains, voire une dictature. Moi, je crois que c'est un état de droit et je vais simplement citer 2 chiffres. Si nous n'y veillons pas, et c'est pas du tout de l'alarmisme, ce sont des faits démographiques patents. Et Dieu sait que nous connaissons les drames du Sud. Si nous n'y veillons pas, et si l'Union européenne en général, et si la France en particulier, ne prend pas ses responsabilités, on va peut-être vivre ce qu'a vécu par exemple la Grèce. Mais il y a un déplacement géographique désormais. La Corse découvre la Grèce qui, en 10 ans, a remis aux frontières 20% de sa population. 10 millions de Grecs, 2 millions, c'est 10 ans. Donc voilà des éléments qui sont... je ne suis pas Le Pen, elle t'en s'en faut. Je ne suis pas pour l'immigration zéro. Je suis pour le respect scrupuleux. Nous sommes pour le respect scrupuleux du droit. Nous sommes humains mais fermes. Et c'est la raison aussi pour laquelle nous sommes progressistes. Un mot et on va conclure. Et j'en aurais terminé. Moi, je considère que l'état de droit a été respecté grâce à l'organisation d'un réseau d'avocats, que ce soit le syndicat des avocats de France, la DDE, ELENA, le GISTI, j'en passe, j'en oublie, des associatifs en tout genre qui ont constitué un réseau qui a permis de défendre ces gens normalement et que les magistrats ont effectivement fait respecter l'état de droit, mais ce n'était pas la volonté de départ. Très bien. Voilà, je pense qu'on a abordé tous les éléments de ce débat passionné et qui risque bien de revenir dans l'actualité. Merci. Merci à tous les deux. À suivre sur Public Sénat, Déshabillons-les, l'émission d'Hélène Risser. Donc le thème ce soir, c'est comment les hommes politiques de tous bords se parent de la couleur verte, écolo, bien sûr.